Merci. Et puis, donc, je vais aujourd'hui parler de la géopolitique du changement climatique. Il y a plusieurs aspects à cette géopolitique. Donc, il y a déjà, je vais revenir sur le changement climatique en soi. Quels sont les grands enjeux humains du changement climatique? On reviendra aussi ensuite sur tous les processus de COP, de discussion, de gouvernance. Et puis, tout en fin de conférence, je vous présenterai mon travail pour le ministère des Armées qui vise à décrypter ce que pourrait créer le changement climatique et le dérèglement climatique en termes de conséquences humaines, sécuritaires et de défense. Voilà, donc si vous avez des questions ensuite pendant les questions-réponses sur l'un des 3 points, n'hésitez pas. Ce sont trois enjeux que je traite à mon travail à l'ERIS. Et donc, pour commencer, un peu revenir sur l'heure qui nous attend. Je serai rapide sur le changement climatique. Je sais que vous avez eu des conférences ici de très bonne qualité sur le sujet, donc je vais pas être très complexe. Je vais juste vous rappeler les grandes lignes pour poser le contexte. Et puis on va très très vite se plonger dans les jeux d'influence, les jeux de pouvoir, puisque c'est mon sujet de recherche, entre les grandes puissances autour du climat, ce que ça représente pour les têtes de gouvernement, les chefs d'État. Et puis, enfin, en dernière partie, quels enjeux de sécurité ça peut représenter. Et ça va venir compléter, en fait, tout le tour d'horizon qu'on aura fait, parce que c'est peut-être ces raisons de sécuritaire et de défense qui vont pousser les États à agir. Et c'est un peu triste, mais c'est la réalité politique aujourd'hui. Alors, quels sont les impacts des changements climatiques sur les hommes? Ce que vous voyez sur cette image, c'est simplement une illustration des sécheresses en France. Donc, c'est des comparaisons d'images satellites et de programmes européens, le programme Copernicus, qui suit les sécheresses notamment grâce à des images satellitaires. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le changement climatique va avoir un impact aussi sur la France et sur la Corse, et sur tout le pourtour méditerranéen. Et c'est aussi ça qui va intéresser évidemment un ministère comme le ministère des Armées. Alors, comme je l'ai dit, je vais vraiment faire le tour rapide de ce qu'est le changement climatique. Un petit rappel, pourquoi on parle d'effet de serre? Tout simplement parce que le fait d'émettre des gaz à effet de serre, parmi lesquels le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane, va renforcer le côté serre, l'aspect serre de l'atmosphère. L'atmosphère, aujourd'hui, il y a une atmosphère autour de la Terre. Sans atmosphère, la Terre, la température moyenne serait de moins 18 degrés. Donc on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Les humains ne seraient pas là. Il y aurait sans doute une vie totalement différente. Grâce à l'atmosphère, la température moyenne de la Terre est de 15 degrés Celsius. Ça veut dire que si on prend toutes les températures calculées autour de la Terre et qu'on fait une moyenne sur l'année, cette moyenne est de 15 degrés. Les gaz à effet de serre que vous voyez en bas à droite, donc le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, sont des gaz qui retiennent la chaleur émise par la Terre. Et c'est ça qui va créer l'effet de serre. Pour ensuite comprendre ce que ça peut avoir comme impact sur les humains, l'équation est relativement simple. Si on simplifie, un air plus chaud va être un air dans lequel les événements climatiques extrêmes, le vent, les orages, etc., seront plus intenses et parfois plus rapides. Cette formation sera plus rapide. Donc, le fait que l'air et l'atmosphère autour de la Terre se réchauffent n'est pas seulement un facteur pour nous, les humains, qui est qu'on vivra avec des températures un peu plus élevées. Alors, ça va être un facteur, mais ce qu'on va surtout regarder en tant que scientifique du climat, c'est les impacts que ça va avoir sur la formation des nuages, sur les pluies, sur les moussons, sur la neige, évidemment, et sur les sécheresses de fait. Alors ça, c'est issu du dernier rapport du GIEC. Simplement pour vous montrer, ils ont modélisé, donc le dernier rapport du GIEC, il est sorti cet été, et il est venu renforcer la certitude que le changement climatique est dû aux hommes. Ce qui est relativement une bonne nouvelle, parce que souvent on voit le côté négatif de choses. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Si on s'y prend maintenant, on peut mettre un frein à ce phénomène de changement climatique, puisque la courbe que vous voyez
à droite. En bas, en bleu, c'est les modèles qui tournent sans les hommes, donc les modèles climatiques qui simulent le climat, qui tournent sans les gaz à effet de serre émis par les hommes. Donc ce que vous voyez, c'est que cette courbe de température se serait maintenue. Or, avec les gaz à effet de serre émis par les hommes, on voit qu'il y a un pic qui est proche du pic observé. Donc on peut affirmer que le changement climatique est lié aux activités humaines. Ce que a fourni également le dernier rapport du GIEC, ce sont des scénarios qui sont un peu plus précis que les scénarios de l'édition précédente. Pour les rapports du GIEC rassemblent les données de tous les scientifiques mondiaux sur le sujet. Donc, ce qu'ils vont faire année après année, c'est qu'ils vont venir préciser les hypothèses qu'ils avaient émises dans les rapports précédents. Ce qu'on peut voir, alors pour vous expliquer rapidement ce graphique, donc la courbe qui a tout en haut où on voit qu'on atteint 5 degrés Celsius, c'est la courbe la plus négative. C'est vraiment si aucun pays ne coopère avec les autres, si on continue à émettre sans discontinuer, on atteindra 5 degrés en 2100. Aujourd'hui, et vous le verrez plus tard parce qu'on va en reparler avec les négociations climatiques, etc., on se situe sur une courbe qui est plus proche de 3 degrés en 2100. 3 degrés en moyenne mondiale. On pourra reparler de la Corse si vous avez des questions sur ce sujet, mais la Méditerranée est un espace qui se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc il faut aussi prendre ça en compte parce que ça fait l'objet de beaucoup d'articles scientifiques. Vous avez la chance de vivre dans un espace qui est au cœur de modélisation climatique très importants. Et donc on a des données qui sont relativement précises sur l'espace méditerranéen. Et donc ce que montrent ces courbes, c'est qu'on a une chance de freiner le phénomène. Comme vous le voyez, ces 2 scénarios ici montrent qu'on pourrait vivre en dessous des 2 degrés d'augmentation de la température moyenne. Et c'est là où les phénomènes de gouvernance internationale vont être clés, parce que ces 2 degrés ne peuvent être... On va aller maintenir la température moyenne globale en dessous de ces 2 degrés uniquement si tous les pays ou une grosse partie des pays coopèrent autour de ces questions-là. Pourquoi c'est un enjeu mondial ? Tout simplement parce que ce qui est émis à un point de la planète aura un impact mondial. Alors, il n'y a pas eu autant de cartes pour le dernier rapport du GIEC que pour celui qui était sorti en 2014, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ensuite sur les données des rapports du GIEC. Donc, ce que je vous montre là, c'est une carte qui est issue du rapport précédent de 2014. Et ce que vous voyez, c'est que on sait déjà où la température va augmenter et où il va y avoir plus de pluie, donc c'est les points en bleu, et moins de pluie, les points en jaune. Pour ceux qui sont le plus proches de l'écran, ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, il va y avoir une ceinture autour de l'équateur où les pluies vont être plus fortes. Ce qui ne veut pas dire que les gens vont vivre avec des conditions plus agréables de vie. Ça va simplement être des pluies très fortes à un moment donné. Et il y a des espaces, notamment le pourtour méditerranéen. Quel que soit le scénario, il y a un peu moins d'eau et on en est certain. Pourquoi c'est un enjeu de sécurité et de géopolitique ? Tout simplement parce que les conséquences des changements climatiques affectent directement les sociétés humaines. Donc, il y a un changement du régime des précipitations, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir moins ou il va pleuvoir plus, mais ce sera moins prévisible et ce sera plus intense. On a pu voir cet été en Europe et ailleurs dans le monde que le problème n'est pas qu'il pleuve pas ou peu, ça va être d'avoir de la pluie sur un sol sec qui n'est pas prêt à l'absorber, une pluie diluvienne qui va créer des inondations. Et on se retrouve avec comme bilan, pour ces pluies intenses et très fortes, une forme de sécheresse, parce que ces pluies-là ne vont pas irriguer les cultures, elles vont les dévaster, elles vont emporter une partie de la terre avec elles pour faire des glissements de terrain, des torrents de boue, etc. Donc on ne peut pas non plus se réjouir qu'il y ait plus d'eau dans certains lieux. Ça inquiète d'ailleurs beaucoup de pays. Il va y avoir une augmentation de la température moyenne, et ça, on le sent déjà aujourd'hui. Il y a l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, donc les tempêtes, les cyclones, les sécheresses, les canicules, l'élévation moyenne du niveau moyen des mers, des vagues de chaleur et l'acidification des océans.
Si vous avez des questions sur un de ces aspects du changement climatique, on pourra y revenir, évidemment. Mais ce que je voulais simplement par cette première partie, c'était vous remettre dans le bain, sans mauvais jeu de mots, du changement climatique. Les conséquences que ça a sur les sociétés humaines. Alors, c'est une carte qui montre à l'échelle de la planète quels ont été les pays les plus touchés par des événements climatiques extrêmes ces derniers temps. Ce que ça donne comme indication, c'est que ces pays-là sont souvent les plus exposés dans les années qui viennent. Il y a la France, ça peut vous paraître surprenant, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir été touché par des changements climatiques très forts. Sauf que ce que vous voyez en bas, c'est que l'échelle, la date la plus... Donc ça a été fait de 2000 à 2019. Donc la canicule de 2003 est prise en compte dans cette échelle-là. Et c'est ça qui fait de la France un pays touché par le changement climatique, parce que finalement les pertes humaines ont été très fortes en 2003 et on se classe plutôt mal au niveau mondial en termes d'adaptation au changement climatique. On n'a pas été en mesure de faire face à cette canicule en 2003. Ça nous a pris de court, ça nous a évidemment permis aussi de construire notre adaptation au changement climatique, mais c'est ça qui justifie la présence de la France dans ce classement. Plus globalement, parce que c'est ce sur quoi je travaille, ce que je peux vous dire, c'est que les espaces qui vont être principalement touchés par le changement climatique en tout premier lieu sont l'Asie du Sud et du Sud-Est. Il y a eu au cours des 2 dernières années en Inde, par exemple, des successions d'inondations et de vagues de sécheresse, de canicules, qui ont posé d'énormes problèmes en termes d'agriculture et en termes de vie dans les villes. Chennai, qui est une ville en Inde, l'été dernier, a dû approvisionner les services d'eau avec de l'eau qui venait en citerne de l'extérieur de la ville. C'est-à-dire qu'il n'avait plus d'eau pour fournir les populations, même après avoir baissé les usages d'eau potable par l'industrie, par l'agriculture, etc. Il n'était pas en mesure de fournir de l'eau aux populations locales. Donc cette zone du monde va faire face au changement climatique de façon très abrupte. Évidemment, les petites îles du Pacifique, qu'on ne voit pas sur cette carte, parce qu'eux ne font pas face à des événements climatiques extrêmes, donc des tornades, des sécheresses. Eux, ils font face à l'élévation du niveau des mers, qui est un processus très lent, mais irrévocable. Pour eux, le grand danger, et vous le verrez parce qu'ensuite ça va jouer un rôle important dans leur place au sein des négociations internationales, ces petits États insulaires font face à la montée du niveau des mers. Certaines îles du Pacifique sont à 3 mètres au-dessus de la mer. Ce qui veut dire que les maisons sont quasiment sur la plage, si vous voulez, et que cette plage est rognée petit à petit par la montée du niveau des eaux. Les gens qui habitent sur ces îles-là sont parfaitement conscients des effets du changement climatique et font tout pour à la fois maintenir leur habitat tel quel, leur façon de vivre, leur mode de vie, et pour convaincre les grands pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre parce que leur survie en dépend. Et c'est pour ça que c'est un enjeu géopolitique. Donc pour appliquer ça plutôt au niveau local, la tempête Alex, si certains d'entre vous s'en souviennent, c'était il y a à peu près 1 an, en octobre, début octobre, dans le sud-est de la France. C'est ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. Et on peut le lier directement au changement climatique parce que c'est le fait que l'air soit plus chaud qui crée des conditions propices pour ce genre d'épisode. Alors, vous inquiétez pas, après ce sera moins déprimant. Mais ça, c'est une carte qui montre dans le pire des scénarios. Et ça, il faut bien s'en rappeler parce que notre espoir en tant que scientifique, c'est que justement, nous n'atteignions jamais ce pire des scénarios. Cette carte montre où il y aurait du stress hydrique, c'est-à-dire que les populations auraient des problèmes à se fournir en eau potable, et ça pose également un problème pour l'agriculture, évidemment. Donc, le stress hydrique en 2040, dans un scénario... Alors là, ils disent... donc là, je vous ai mis optimiste. En fait, ils vont prendre en compte un stress hydrique très fort, donc c'est un peu plus... La situation est moins pire qu'il n'y paraît, moins terrible qu'il n'y paraît. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que, encore une fois, les lieux qui vont souffrir du changement climatique, une partie de l'Inde, évidemment le Proche et le Moyen-Orient,
qui sont déjà dans des situations de stress hydrique, la rive sud de la Méditerranée et le sud de l'Espagne, et de façon assez surprenante, et ça on le voit dans l'actualité, l'ouest des États-Unis. Les grands feux en Californie, qui sont maintenant quasiment annuels, ou le dôme de chaleur qu'il y a eu au Canada récemment, sont des illustrations de ces phénomènes de chaleur intense dans certaines zones du monde. Pour parler des aspects plus terre-à-terre, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les productions agricoles, par exemple ? Alors la bonne nouvelle, c'est que les Russes considèrent que la fonte d'une certaine partie du pergélisol, donc du permafrost, va leur permettre d'ouvrir des terrains agricoles. Ça reste encore à démontrer parce que de fait, tout le sol fond. En fait, le pergélisol, c'est de la glace qu'il y a en surface, mais aussi tout au long du sol, tout au long des couches terrestres. Et donc, si tout fond, le sol s'écroule. D'ailleurs, c'est pour ça que ça pose problème pour des villes qui sont entièrement construites sur ce type de sol-là et dont tout peu à peu s'effondre. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des scientifiques qui travaillent directement sur le lien entre le changement climatique et la perte de productivité agricole. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de ces cartes-là, c'est qu'il y a des pays qui sont tout particulièrement touchés par ce type de perte agricole. Et parfois, comme l'Arabie Saoudite, ce sont aussi ceux qui revendent le pétrole qui est à l'origine d'une partie du changement climatique. Donc ces pays-là, imaginez un chef d'État dans une zone telle que l'Arabie Saoudite ou l'Algérie, par exemple. Vous savez qu'une partie de votre manne économique vient d'un produit hydrocarbure qui participe au changement, à l'émission de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique. Et pourtant, votre territoire va être terriblement impacté par le changement climatique. Donc, vous êtes dans un dilemme dont il est très difficile de sortir. Ça, c'est pour la pêche, parce qu'on n'y pense pas assez, mais c'est une partie des sujets sur lesquels je travaille. Les poissons migrent parce qu'il fait trop chaud là où l'eau devient trop chaude, là où ils avaient l'habitude de vivre. Or, eux ont souvent des capacités à migrer, donc ils vont migrer vers le nord ou vers les profondeurs. Et ça veut dire qu'en 2050, toutes les zones autour de l'équateur vont se retrouver avec des capacités de pêche moins importantes parce que les poissons qui étaient dans leurs eaux auparavant auront migré. Et je donnais cet exemple il n'y a pas si longtemps. Au niveau français, on le ressent déjà. On ressent la migration de certaines espèces qu'on trouvait en Espagne au niveau de la Bretagne et des espèces qu'on trouvait au niveau de la Bretagne dans les eaux anglaises. Ce qui pose problème parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni est récemment sorti de l'Europe, donc de la politique commune des pêches. Et les pêcheurs espagnols, français, néerlandais ont des quotas pour accéder aux eaux anglaises et donc certaines des espèces qu'ils pêchaient ne sont plus accessibles, ils ne peuvent plus rentrer dans les zones anglaises. Et ça crée des gros problèmes. Ils sont obligés de trouver des nouveaux champs d'activité. Et ça, on le voit déjà en France. Alors ça nous impacte peu, nous, citoyens, au niveau local. On s'en rend pas compte. Mais il y a eu la création d'un ministère de la mer et ce n'est pas forcément un hasard. Enfin, canicule et vagues de chaleur. Il va faire plus chaud. On est moins capable de résister à la chaleur. Et ça aussi, ça intéresse notamment le ministère des Armées parce que quand on dort moins bien, or une canicule, c'est des nuits plus chaudes, donc on y dort moins bien. Quand on dort moins bien, on est plus facilement amené à prendre des décisions rapidement. Et ça, c'est un aspect qu'on n'a pas forcément en ligne de mire, mais sachez que si vous la canicule crée des mauvaises décisions, finalement. C'est ça ce qu'il faut retenir. C'est qu'en cas de canicule, non seulement il y a des effets directement sur le corps, de déshydratation, etc. Donc il y a une partie de la population qui va en souffrir directement, mais il y a aussi un effet à long terme qui est celui de mauvaises prises de décision, voire de décisions parfois plus, alors je dirais pas plus violentes, mais en tout cas de décisions plus conflictuelles. Et puis, le magnifique moustique tigre que vous voyez en gros plan, qui touche aujourd'hui, qui est présent dans de nombreuses régions du monde et qui apparaît en France
graduellement depuis une grosse dizaine d'années, une vingtaine d'années. Donc là, c'est la progression de la présence du moustique tigre sur le territoire métropolitain et la Corse. Et ça pose problème parce que ce moustique est le vecteur de maladies comme Zika, le chikungunya, etc. Et les services hospitaliers, maintenant avec le Covid, quand on dit ça, les gens nous écoutent, mais avant le Covid, quand on disait que les services hospitaliers n'étaient pas forcément préparés à des épidémies de dengue, par exemple, sur le territoire métropolitain, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à soutenir ou à vivre une épidémie de dengue sur le territoire métropolitain. Donc ça risque d'être difficile. Donc ça, c'était mon petit tour d'horizon du changement climatique et des impacts que ça peut avoir sur les sociétés humaines. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, qui est les sujets de gouvernance climatique. Donc, comment régler ensemble ce problème du changement climatique, qui est un problème global? La clé de cette question, c'est qu'il faut se mettre tous d'accord. Parce que jusqu'à présent, la géopolitique, c'était relativement simple. C'était globalement régional, c'est-à-dire que c'était des pays qui pouvaient être en conflit les uns avec les autres. Pour certains domaines comme l'énergie, il y avait des flux commerciaux mondiaux, mais ça restait du presque bilatéral, c'est-à-dire que c'était les relations entre l'Union européenne ou la France avec l'Arabie saoudite, avec la Russie, avec les États-Unis. C'était un nombre d'acteurs qu'on pouvait saisir, qu'on pouvait comprendre et qui pouvaient se mettre d'accord entre eux. Il suffisait de les mettre autour de la table. Je ne vous dis pas que c'était aussi simple que ça, mais en tout cas, il y avait possibilité de s'accorder. Aujourd'hui, le changement climatique, parce que les émissions d'un pays vont toucher le monde entier, nécessite que tout le monde se mette d'accord. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de mettre tout le monde d'accord sur un sujet sensible autour d'une table de 20 personnes, par exemple, mais c'est déjà compliqué. Imaginez 197 pays. Donc, je vais vous faire la petite histoire très rapide de la COP21 et de l'accord de Paris, avant de revenir sur les jeux d'acteurs au sein de ces négociations. Donc l'accord de Paris, les COP, ça veut dire les conférences des parties. C'est-à-dire que les COP sont les conférences qui rassemblent tous les signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Chaque année, ils se rassemblent pour essayer de faire avancer les négociations qui se tiennent dans le cadre de cette convention. Donc ça, ce que vous voyez, c'est le jour où ça a été adopté, à Rio en 92. Donc ce jour-là, toutes les parties signataires se sont accordées autour du texte de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Avant ça, et c'est quand même un signe que les États étaient conscients du problème, il y a eu la création du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, en 88. Et si vous voulez encore aller plus loin dans le temps, on a retrouvé des textes alertant les autorités des impacts des changements climatiques au début du XXe siècle, en 1912. Donc il y avait déjà des scientifiques qui avaient calculé les liens entre l'augmentation des niveaux de dioxyde, des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la possibilité de changement que ça allait impliquer au niveau global pour le système climatique. Et puis, il y a eu un rapport qui a été très fondateur en termes de mobilisation des chefs d'État. C'est le rapport de 1972 qui s'appelle le rapport Meadows, qui essaye de modéliser ce que serait l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils essayent de modéliser l'économie, la démographie, le changement climatique, l'énergie, etc. Et en fait, en fournissant ce modèle aux chefs d'État, on a pu voir qu'il y avait un vrai problème et qu'une partie du problème venait du changement climatique. Tout ça pour dire que tout ça a une origine en termes de législation en 92. À l'époque, on pouvait encore, si ce n'est arrêter, mettre un frein très fort au changement climatique. Et ça va donner une priorité finalement aux négociations. Les négociations qui se font dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique portent sur le fait d'émettre moins de gaz à effet de serre. C'est ça le cœur des négociations. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Atténuation pour atténuation du changement climatique, donc essayer d'émettre moins de gaz à effet de serre. Comment se sont accordés les États ?
Le problème de base, c'est qu'il y a très peu d'États qui émettent beaucoup. Et ensuite, il y a beaucoup d'États qui émettent peu, mais qui subissent les impacts du changement climatique. Donc, dès cette convention, cette question d'équité mondiale a été au cœur des discussions. On a conclu par la conception de ce qu'on appelle le principe de responsabilité commune mais différenciée, ce qui veut dire que tout le monde a un rôle dans le changement climatique, mais certains ont un plus grand rôle que d'autres. Ça, c'est au cœur des discussions. Ensuite, il y a la question des capacités respectives, c'est-à-dire il y en a qui peuvent plus agir que d'autres, tout simplement parce qu'ils ont les moyens financiers pour le faire. Ce que vous voyez là, c'est une des statistiques, mais globalement, vous retrouvez les mêmes ordres de grandeur partout. Les plus gros émetteurs, les pays qui sont le plus émetteurs de la planète, sont la Chine, les États-Unis et le groupement de pays que forme l'Union européenne. Pourquoi la Chine émet autant ? Tout simplement parce que tout ce qu'on consomme, nous, est produit en Chine. Donc là, ce qu'on calcule, c'est les émissions sur le territoire, donc toutes les usines chinoises qui tournent à plein régime pour nous fournir nos portables, nos télévisions, nos vêtements, nos voitures, etc., etc. Donc, évidemment, la Chine a un énorme bilan carbone. Si vous prenez ça par personne, là, les États-Unis arrivent assez haut, puisque les Américains ont un mode de vie très émetteur en gaz à effet de serre. Une fois ce paysage de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique mis, je vais vraiment revenir sur les dernières années qui ont mené à l'accord de Paris. Donc, si certains d'entre vous s'en souviennent, il y a eu une COP 15 à Copenhague en 2009 et tout le monde a dit c'est l'échec. Il y avait Obama à ce moment-là qui était allé, beaucoup de manifestations. Tout le monde avait dit c'est vraiment un échec, les négociations n'ont mené à rien. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait du descendant, c'est-à-dire du top-down. En gros, le secrétariat de la Convention disait on va dans le mur, il faut réduire les émissions de temps, et obligeait les pays, ou en tout cas tentait d'obliger les pays, à respecter des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ça n'a pas marché parce que les pays ne voulaient pas suivre ces objectifs. À la COP de Copenhague, on a commencé à penser, on n'a pas mis en place, donc on a dit que c'était un échec. Encore une fois, il y a une vraie différence entre ce qui s'y passe vraiment et la façon dont on le voit de l'extérieur. Mais on a commencé à penser différemment le système en se disant on va demander aux États de proposer leurs propres objectifs de réduction. Alors on n'arrivera pas à faire tout d'un seul coup, mais on va y aller progressivement. L'idée, c'est de se dire, par exemple, je suis un État qui a une économie fortement carbonée. Je ne peux pas du jour au lendemain transformer toute mon industrie. Ça demande des investissements énormes, ça a un coût social énorme. Donc je vais avoir mes propres objectifs qui vont être faisables sur 5, 10, 15 ans. Et puis, une fois que j'aurai franchi la première marche, je vais émettre de nouveaux objectifs qui seront plus ambitieux. Si vous voulez faire un rapprochement, par exemple, avec la course, vous n'allez pas passer de mon état physique, qui est que je ne cours jamais, à un marathon. Vous allez d'abord vous dire, je vais faire une course de 5 km. Une fois que j'aurai fait la course de 5 km, que j'aurai eu la médaille, que j'en aurai fait 2 ou 3, je vais faire 10 km, puis 15 km, et à la fin, j'aurai couru 42 km. Mais je ne peux pas faire ça d'un seul coup. Même si quelqu'un me dit, il faut que dans 6 mois, tu cours 42 km, je ne vais pas le prendre avec un enthousiasme délirant. Je vais essayer de freiner des 4 fers pour ne pas avoir à faire ces 42 km. Donc c'est à peu près la même chose qu'ils ont fait à la COP de Copenhague, qui a été suivie dans la mise en application par la COP de Mexico et la COP de Durban. Ce que vous avez ici les 3 points que vous avez ici sont des points clés de ces négociations-là. Le suivi, c'est-à-dire que chaque année, on essaye de suivre ce qu'ont fait les États, ce qu'ils ont mis en place, comment ils appliquent les objectifs qui se sont donnés. La confiance, puisque normalement, si chacun se met ses propres objectifs, on n'est plus en train de regarder l'autre État pour savoir si lui, il a bien fait les choses ou pas, puisque vous vous êtes mis vos propres objectifs, c'est entre vous et vous-même. Avant, il y avait beaucoup de méfiance entre les États qui disaient « Ok, toi, si tu suis les règles, et ben moi, comme je les suis pas, je vais passer pour un mauvais élève, donc je vais essayer de… » Ou l'inverse, « Je suis un bon élève, tu fais rien de ton côté, c'est moi qui vais subir ce que toi, tu n'as pas fait. » Donc,
remettre la confiance au cœur des négociations, et puis essayer de faire un bilan des avancées tous les 5 ans. Ça a mené au succès qu'on connaît de l'accord de Paris. Alors en plus, comme c'était en France, on a dit que c'était un succès, mais c'était un succès. Donc les gens se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait essayer de limiter l'augmentation de la température moyenne à 2 degrés, voire 1,5. Alors, pour vous donner une idée, aujourd'hui, au niveau mondial, on estime que la température moyenne globale a augmenté de presque 1,1. 1,1 degré. Donc 1,5 paraît relativement facile à atteindre. D'ailleurs, le GIEC, dans son dernier rapport, a affirmé qu'on atteindrait au niveau d'une moyenne globale les 1,5 degrés aux alentours de 2040, voire 2050 si on est vraiment proactif, mais 2040. Donc cet objectif de 1,5 degré, il est malheureusement compliqué si on veut limiter la température en dessous de 1,5 degré de moyenne. Par contre, 2 degrés, les pays se sont mis d'accord sur ces 2 degrés et normalement, ils devraient tout faire à leur échelle pour limiter le changement climatique et l'augmentation de la température moyenne globale à 2 degrés. Et ensuite, le deuxième objectif qu'ils se sont donné, c'est d'atteindre un équilibre climatique en 2050, à partir de 2050. Qu'est-ce que ça veut dire, équilibre climatique ? Ça veut dire que, à l'échelle d'un pays, vous pouvez émettre des gaz à effet de serre, mais vous en absorbez autant. Donc en tout, vos émissions sont proches de zéro. Ça, c'est un autre vrai sujet parce que ça implique de trouver des technologies ou des techniques qui vous permettent de récupérer le CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est une carte qui est maintenant relativement ancienne, mais qui est très parlante, donc je voulais vous la présenter. Qu'est-ce que ça montre ? Si je vous mets l'accent sur ce que je veux vous montrer, c'est que globalement, tous les pays, et notamment les plus gros émetteurs, vous voyez là en haut à droite, c'est l'échelle, c'est une ONG qui a fait ça, qui évalue les engagements nationaux si on veut atteindre, ou si on veut éviter d'atteindre les 2 degrés. Donc à droite, en tout vert, c'est si vos engagements, vos objectifs de réduction de gaz à effet de serre permettra de garder la température moyenne globale en dessous des 2 degrés. Et à gauche, c'est pas du tout. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, les pays ont un petit trait qui est plutôt vers la gauche ou vers le milieu. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais engagés en 2015, à l'issue de la COP 21, à réduire leur gaz à effet de serre de façon drastique. Ils l'ont toujours fait un peu, mais jamais suffisamment pour maintenir la température en dessous des 2 degrés. Pourquoi la COP26 est aussi importante ? Parce que normalement, elle aurait dû avoir lieu en 2020, c'est-à-dire 5 ans après la signature de l'accord de Paris en 2015. Et tous les 5 ans, il y a une réévaluation des objectifs. Je vous disais tout à l'heure, on passe une première marche, on met l'objectif pour la deuxième marche, etc. C'est à cette COP-là, c'est à cette COP qui arrive en novembre. Donc, tous les pays doivent envoyer des nouvelles feuilles de route, des nouveaux objectifs à la Convention pour dire ce qu'ils vont faire dans les 5 prochaines années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la bonne nouvelle, c'est que d'une part, beaucoup de pays l'ont fait, ils ont déjà envoyé leurs feuilles de route. Et d'autre part, tous les pays que vous voyez en vert, que ce soit en vert foncé ou en vert clair, sont des pays qui ont envoyé des feuilles de route, donc des objectifs plus ambitieux que précédemment. Donc on va peut-être pouvoir y arriver parce qu'ils jouent le jeu de dire, bon, dans un premier temps, on a fait une course de 5 km, mais là, je vise les 10 km. Les pays qui sont en rouge restent à 5 km. Pour la faire rapide, eux, ils veulent pas s'engager plus que ce qu'ils avaient déjà fait en 2015. Et donc, il y a quand même un vrai mouvement d'engagement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que si vous regardez bien, les plus gros émetteurs mondiaux sont dans les pays en vert. Les États-Unis, grâce au retour des États-Unis dans l'accord de Paris, puisque Biden, aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir, il a remis les États-Unis dans l'accord de Paris. Trump était parti. L'Union européenne, qui est en vert aussi, et la Chine, qui est en vert. Elle est en vert plus clair parce qu'en fait, elle n'a pas dit précisément comment elle allait faire. Elle a juste dit qu'elle allait le faire, mais elle n'a pas dit comment. Mais normalement, grâce aux plans quinquennaux en Chine, on arrive à déceler un peu, si on a accès au plan quinquennal chinois, on voit ce qu'ils veulent mettre en place à 5 ans. Le bilan.
Alors ça, c'est un institut de recherche qui fait ça, et c'est quand même très très pratique d'avoir ces jolies cartes, mais c'est en anglais. Mais en gros, si vous prenez cette carte, ça, c'est la température moyenne globale. Aujourd'hui, on est là. Donc eux, ils disent 1,2, c'est plus proche de 1,1, mais on est là. Ça, c'est 1,5. On est déjà très proche, on y arrivera relativement peu. Ce qu'ils montrent, c'est que tout à droite, vous avez les cibles optimistes. Donc si on veut rester sous les 2 degrés. Tout à gauche, vous avez, si on cumule tous les objectifs que se sont donnés tous les pays dans le cadre donc des 2 dernières COP, puisque ça a été mis à jour en mai. Donc ça veut dire que ça prend en compte les objectifs qui ont été rendus pour la COP qui arrive, la COP 26. Là, on arrive à 2,4 degrés. Donc on va y arriver, c'est ça que ça veut dire, on peut le faire. Malheureusement, si vous prenez la moyenne de ce qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, ceux qui font des entraînements pour vraiment aller courir 10 km, c'est 2,9. Donc ça veut dire qu'il y a des pays, et c'est un secret pour personne, qui disent qu'ils vont faire quelque chose et qui après le font pas vraiment. Mais bon, ça arrive aussi pour ceux qui font de la course. Ils disent qu'ils vont faire 10 km et puis ils n'y arrivent pas. Donc, pour faire le résumé de ce qui s'est passé très rapidement entre la COP 21 et aujourd'hui, chaque année, il y a une COP. En 2015, on a signé un grand accord. On s'est tous mis d'accord sur les objectifs, la route à avoir, etc. Et puis, entre 2015 et 2020 et 2021, de fait, on a réglé les problèmes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, d'accord, on veut atteindre cet objectif, comment on va faire, quels outils on met en place, quel forum, quelle modalité de discussion, etc. Tout ça, c'est des négociations qui ont lieu entre les grands rendez-vous que sont la COP 21 et la COP 26. Ce que vous pouvez voir notamment ici, c'est qu'en 2019, en 2020 et en 2021, on va beaucoup parler de marché carbone. Parce que les pays arrivent à se mettre d'accord sur beaucoup de choses, mais les marchés carbone, c'est un sujet qui est très très compliqué et sur lesquels les pays ne s'accordent pas du tout. Certains, en Union européenne par exemple, on a un marché carbone. Au niveau de l'Union européenne, les entreprises doivent payer pour pouvoir émettre. En Chine, il y a un marché carbone, il n'y a pas le même prix. Aux États-Unis, en Californie, il y en a un aussi, c'est pas le même prix. Et vous imaginez bien qu'il y a plein d'autres pays qui n'ont pas du tout envie de voir un prix à la tonne de carbone. Donc ça va être un des enjeux très importants de la COP26. Cette année, il y a le premier enjeu, c'est le fait de déposer des objectifs. Ça, comme on l'a vu, ça a été fait par beaucoup de pays. Ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième, ça va être l'article 6, donc qui porte sur les marchés carbone. Les nouveaux CDN, c'est les feuilles de route, les contributions déterminées nationalement dans le jargon onusien. Donc ça, c'est les nouveaux objectifs. L'article 6, c'est le marché carbone. Et après, c'est des histoires de sous, puisque c'est quand même là où le bas blesse, souvent, c'est quand il y a des financements qui sont en jeu. Donc les pays du Sud, et on reviendra parce que ça fait partie des jeux d'influence au sein de la COP, les pays du Sud demandent de l'argent aux pays du Nord, aux pays développés, pour compenser les pertes et les préjudices dus au changement climatique. Parce qu'il y a un gros sujet dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est l'adaptation. Donc il y a 2 aspects au changement climatique, à la façon dont on peut lutter ou lutter contre le changement climatique. Le premier, c'est de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'appelle l'atténuation. Et le deuxième, c'est de se dire, bon, en fait, maintenant, il y a un problème, comment on fait pour s'y adapter ? Par exemple, ce que vous voyez à gauche, c'est des installations pour essayer de faire face à la montée du niveau des eaux. On se dit, bon, d'accord, maintenant, il y a la montée du niveau des eaux, on peut encore agir pour réduire le changement climatique, mais il faut aussi qu'on agisse pour ne pas subir le changement climatique trop fortement. Et donc, ça peut être soit à l'aide de cultures agricoles spécifiques qui sont plus adaptées à la chaleur et au fait d'avoir moins d'eau, donc au stress hydrique. Ça peut être le fait de mettre des digues en place ou de renforcer les littoraux pour éviter l'érosion. Et ça coûte cher.
Globalement, ce sont des investissements qui sont nécessaires pour adapter les sociétés au changement climatique. Donc, il faut avoir de l'argent. Ça, c'est un premier aspect de l'adaptation. Le deuxième, c'est que souvent, ce sont des mesures nationales. Donc, ça va être aux États de mettre en place ces dispositifs. Aujourd'hui, il y a un fonds vert que vous voyez là, le fonds vert pour le climat, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des grands financeurs des pays en développement pour s'adapter au changement climatique. Les États s'étaient engagés à ce qu'il y ait chaque année 100 milliards de dollars fournis au fonds vert pour le climat. Il y a d'autres mécanismes de financement pour permettre aux pays en développement de s'adapter. En 2019, on avait atteint 80 milliards de dollars. En 2020, on devait déjà atteindre 100 milliards et continuer comme ça jusqu'en 2025. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à donner autant d'argent au fonds vert que ce qu'on devrait. Ça, c'est un premier problème, puisqu'en fait, il y a plein de pays qui dépendent de ces fonds pour s'adapter. Et le deuxième, c'est que la plupart de ces milliards de dollars sont alloués à des énergies renouvelables et pas à des digues. Or, il y a des pays qui ont besoin de digues de façon urgente. Donc, ça va être au cœur des discussions de la COP26, où on va chercher l'argent, pour qui, pour faire quoi. Alors, on va passer maintenant au jeu d'influence et aux acteurs qui se cachent derrière cette COP. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qui tire son épingle du jeu quand on parle de climat. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo du sommet des leaders pour le climat de Joe Biden, qui a eu lieu en avril. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que Trump s'était désengagé de la lutte contre le changement climatique et s'en vantait d'ailleurs. Ça faisait partie de sa ligne politique. Par opposition, la ligne politique de Joe Biden était au contraire de tout faire pour avoir des ambitions fortes pour lutter contre le changement climatique. Donc, aussitôt au pouvoir, une des premières mesures de Joe Biden, ça a été de réintégrer les États-Unis à l'accord de Paris. C'est-à-dire de retrouver ce système d'objectifs, ce système de lutte en commun, etc., dont Trump s'était retiré. Une des autres manœuvres politiques, entre guillemets, qu'a eu Joe Biden, c'est d'organiser ce sommet pour le climat. Pourquoi c'est important de tenir compte de ce genre de choses ? Parce qu'il y a déjà un sommet organisé par l'ONU, les COP. Pourquoi organiser un autre sommet ? Juste pour montrer qu'on est les leaders sur le climat. C'est ça le but de Joe Biden. Le but de Joe Biden, ça a été ça. Et c'est positif pour nous en tant qu'observateurs de la mobilisation des pays contre le changement climatique, parce que c'est à celui qui se mobilise le plus. Donc Joe Biden a décroché son téléphone d'une part pour inviter les chefs d'État de quasiment tous les pays qui comptent pour les émissions de gaz à effet de serre, pour qu'ils participent à cette conférence internationale par visioconférence où tout le monde annonçait des choses. Donc il les a invités. Il a invité notamment Jair Bolsonaro, qui est le président brésilien, qui est plutôt, on va dire, opposé à la mobilisation internationale pour lutter contre le changement climatique, qui va en traînant des pieds. Et il l'a invité à venir et à avoir des engagements positifs en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, le fait que les États-Unis reviennent sur la scène, le fait qu'ils se positionnent en tant que leader du sujet, va pousser des pays qui étaient plutôt récalcitrants, comme le Brésil, à réintégrer cette émulation de « je vais émettre moins, je m'y engage », etc. Et en organisant ce sommet, Joe Biden fait parler de lui, fait parler des États-Unis, montre qu'ils reviennent dans le jeu et obtient des engagements de beaucoup de pays. Ça, c'est clé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on peut dire, et c'est la carte que je vous avais montrée auparavant, qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà partagé les engagements qu'ils avaient prévu de partager pendant la COP26. Ils l'ont déjà fait parce qu'il y a eu des acteurs politiques qui leur ont donné envie de le faire avant. Pour que vous compreniez un peu mieux le jeu entre les grandes puissances au niveau climatique, c'est un graphe qui montre quels sont les leaders du climat tels que les perçoivent les gens qui participent aux conférences des parties, donc à la COP. Et ce que vous voyez, c'est que l'Union européenne qui est en bleu, la Chine qui est en rouge et les États-Unis qui sont en jaune
sont en permanence en train de lutter pour apparaître comme les leaders de la lutte contre le changement climatique. D'une année sur l'autre, on considère que c'est la Chine ou les États-Unis, en fonction de ce qu'avaient dit Obama, Trump, Biden ou Xi Jinping. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'Union européenne baisse, mais ça c'est globalement, jusqu'à ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne actuelle, arrive et mette en place des plans très ambitieux, il y avait quand même une perception que l'Union européenne n'était plus vraiment aussi engagée que les deux autres. Ce que vous remarquez aussi, c'est que ce graphe s'arrête en 2015, donc il n'y a pas la chute comme ça des États-Unis avec l'arrivée de Trump, et aujourd'hui il serait à peu près au même niveau avec le retour des États-Unis dans l'accord de Paris et l'arrivée de Biden. Donc, ce que ça montre, c'est que si on prend la COP au global, les trois grandes puissances économiques, militaires, etc., mondiales, essayent de tirer la couverture autant que possible pour être perçus, parce qu'encore une fois, il y a une différence entre les objectifs annoncés et les actes, pour être perçus comme les leaders de la question. Ensuite, ça vous permettra de comprendre les annonces faites pendant la COP26. Vous allez voir, il y en aura beaucoup sans doute, puisque c'est le but de ce type de conférence. Un magnifique tableau très complexe, que je vous enverrai si vous voulez, mais en gros qui fait le résumé de toutes les alliances des autres pays au sein de la COP. Il y a un très gros paquet de pays qui est là, qui est le G77 et la Chine, qui sont des pays dits en développement. Si on prend le cas de la Chine, c'est plus vraiment le cas, mais elle aime bien se positionner du côté des pays en développement. Donc, il y a des pays en développement qui ont une position de « nous, on n'a pas participé au changement climatique, c'est pas notre faute, on attend d'être dédommagés des pertes que l'on subit à cause des émissions de gaz à effet de serre historiques de l'Union européenne et des États-Unis ». Au sein de ce gros groupe, il y a plein de dissensions. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme unis devant l'Union européenne et les États-Unis, mais en interne, il y a beaucoup de discussions. Il y a ceux qui sont d'accord pour s'engager, mais pas trop, notamment les pays producteurs de pétrole, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Jordanie, etc., qui veulent bien qu'on les rétribue pour les dommages causés par le changement climatique, mais qui veulent pas trop pousser non plus la fin des hydrocarbures parce qu'ils perdraient une grande partie de leur manne financière. À côté, il y a ce qu'on appelle les AOSIS, donc c'est un petit groupe en haut là, avec plein de pays, mais qui sont tout petits, puisque ce sont les pays qui sont touchés par le changement climatique directement, c'est les petites îles, donc du Pacifique et des Caraïbes notamment. Vous allez avoir les îles Tonga, les îles Salomon, Trinité et Tobago, le Vanuatu, etc. Donc ça, c'est plein de petits pays qui se sont mis dans une coalition très forte parce que eux ont besoin que les grands États agissent. Et donc, ils vont essayer de mettre une pression constante. Ils vont être, eux, très organisés au sein des COP pour tenir un discours commun. Pourquoi c'est important qu'ils soient ensemble ? Parce qu'ils ont des votes. La COP, c'est un processus onusien, donc chaque pays a une voix. Ce qui peut vous paraître injuste, puisqu'il y a des pays avec une population très importante qui ont une voix et des pays avec des populations moins importantes qui ont une voix. Mais là où on observe ça, nous, avec intérêt, c'est que, imaginez-vous les équipes des États-Unis. Il y a quelques négociateurs, donc les gens qui représentent officiellement les États-Unis, et puis toute une équipe derrière de gens qui vont faire des notes, qui vont aller se renseigner sur ce que pensent les autres, qui vont négocier en douce, etc. Ça va être des équipes de plusieurs dizaines de personnes, 50, 60 personnes. Parce que les États-Unis ont les moyens d'envoyer 50, 60 personnes à plein temps pendant 2 semaines à Glasgow, en Écosse, où se tient la COP26. À côté de ça, vous avez les îles du Tuvalu. Les îles du Tuvalu, il n'y a pas beaucoup de gens et ils n'ont pas de moyens suffisants pour envoyer 50-60 personnes au COP. Donc ça va être une équipe peut-être de 3-4 personnes. Au bout de 2 semaines, une équipe de 50 personnes, sachant que c'est 2 semaines en continu, hein, ça négocie quasiment non-stop. Les équipes de 50 personnes sont relativement fraîches. Je ne vous dis pas qu'ils sont très en forme, mais ils ont réussi à dormir, donc ils sont encore là. Les équipes de 4-5 personnes, il n'y a plus personne sur le pont. Ça fait 2 semaines qu'ils ne dorment quasiment pas, qu'ils sont obligés de faire face à des demandes de tous les autres pays, des entreprises, etc. C'est très, très compliqué. Donc, si ces petits pays sont dans une coalition aussi forte, c'est pour partager leurs ressources,
pour partager leur capacité à négocier aussi. Et c'est ça qui va leur permettre de rester jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime nuit au cours de laquelle tout est signé. S'ils ne sont pas là, leur voix n'est pas entendue. Donc c'est très important qu'ils soient en coalition, ces petits pays-là, et qu'ils cherchent à influencer les négociations pour que les objectifs soient plus contraignants et plus forts. Et ensuite, vous avez un autre pays qui est plutôt organisé, qui est les pays africains, qui sont aussi relativement organisés pour sans doute les mêmes raisons, bien que eux soient moins vindicatifs pour que les objectifs soient très contraignants. Au-delà des pays, il y a beaucoup d'autres gens dans les COP, et certaines de ces organisations sont clés. Alors, on a l'impression que c'est un jeu de mots, mais vous avez les bingos, les ngo, les hippos, enfin bref, les bingos, ce sont les entreprises, c'est business. Comme vous le voyez, qui sont les gens ? Il y a 15% des gens qui observent et qui essayent d'influencer les discussions, qui sont des représentants d'entreprises et du secteur privé. Ensuite, il y a la grosse partie en vert, c'est les ONG de défense de l'environnement. C'est eux qui vont faire les manifestations, qui vont essayer d'aller rencontrer les chefs d'État pour leur montrer des chiffres, etc. Ça constitue 40% des participants aux négociations hors pays. Ensuite, vous avez d'autres groupes, donc non affiliés, mais aussi surtout les groupes qui représentent les peuples indigènes, les groupes qui représentent les fermiers. Vous avez beaucoup de gens au sein de ces négociations qui ont tous un discours différent et qui essayent d'influencer les pays et les négociateurs. Évidemment, ça va créer des conflits d'intérêts. Il y a des négociateurs qui vont être redevables de certaines choses auprès de certains observateurs, qui vont orienter les discussions. C'est d'une complexité très, très grande. Et donc, tout ce qui ressort de la COP26 ne va être qu'une partie de ce qui s'y passe, évidemment. Depuis 2009 à peu près, et plus récemment, depuis 2015, les entreprises, les villes et les régions sont 3 niveaux d'acteurs qui ont une très grande place dans les COP. En fait, ils sont devenus tellement importants, les pays ont découvert, au bout de 20 ans, que ce sont ces acteurs-là dont il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on n'a pas les entreprises dans notre poche quand on met en place un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est quasiment impossible de le mettre en œuvre. Donc il faut que les entreprises de l'énergie, du transport, du bâtiment, etc. soient d'accord avec les objectifs qu'on s'est donnés. Pareil pour les villes et pareil pour les régions. Donc ce que vous voyez là, ce sont des chiffres du nombre d'acteurs qui sont impliqués dans les négociations internationales. En juillet 2021, parce que j'ai travaillé sur ce sujet cet été, il y avait 20 000 acteurs privés qui s'impliquaient de près ou de loin et qui avaient parfois leurs propres engagements, leurs propres objectifs pour suivre ceux des pays dont ils étaient référents. Et il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Nazca, comme la ville au Pérou, et qui recense 30 000 objectifs de ces 20 000 acteurs. Donc c'est très important parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Donc ça fait quelques années que les négociations se tiennent avec la participation active de ces acteurs, et c'est crucial pour y arriver. Globalement, ce que vous pouvez retenir de ce rapide tour d'horizon des jeux d'influence au sein de la COP, c'est d'une part que c'est beaucoup d'effets d'annonce. Donc il y a évidemment les COP, les conférences des parties, mais il y a aussi l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a 1 an, en septembre 2020, la Chine a profité de l'Assemblée générale de l'ONU pour annoncer qu'elle serait neutre en carbone, c'est-à-dire qu'elle aurait autant d'émissions que d'absorption de carbone en 2060. C'est un engagement énorme pour le plus gros émetteur de gaz à effet de serre du monde. Il y a aussi des sommets qui sont organisés par des chefs d'État, un peu pour montrer leur propre engagement et l'engagement de leur pays au sein de ce grand jeu international de celui qui sera le plus fort en termes de lutte contre le changement climatique. Donc en France, vous avez le One Planet Summit, organisé par Emmanuel Macron depuis 2017,
parce que la France avait organisé la COP21 et on sentait qu'on perdait un peu la main, parce qu'après c'est à d'autres pays, c'était Marrakech et puis d'autres pays dans le monde. L'année prochaine, cette année, ce sera l'Angleterre et l'Italie. Donc, pour pas perdre la main en termes de leadership, la France organise le One Planet Summit, au sein duquel sont faites des annonces sur des objectifs. Et comme je vous le disais récemment, Joe Biden a organisé son propre One Planet Summit à lui, qui s'appelle le Sommet des leaders climatiques. Là où le climat joue un grand rôle aussi au sein de ces relations entre grands États, c'est que c'est considéré comme un terrain d'entente neutre entre puissances. La Chine et les États-Unis sont en ce moment dans des relations plutôt conflictuelles au niveau économique. Ils s'accordent sur les objectifs climatiques. Comme on l'a vu, ils essayent d'être même les plus actifs sur le sujet. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça reste un des seuls moments où les chefs d'État peuvent se rencontrer sans avoir à rendre de compte sur est-ce que vous avez discuté d'économie, de différents militaires, politiques, etc. Non, on était d'accord. Donc c'est quand même c'est une des seules arènes internationales qui peut rassembler tous les chefs d'État. Ce qu'on voit aussi, c'est que, comme le titre le dit, c'est la variable d'ajustement. Récemment, John Kerry, qui est l'envoyé américain au climat, a rendu visite à son équivalent chinois, en Chine, qui lui a fait passer le message: si les États-Unis continuent à nous imposer des sanctions financières, climatiquement, on va être un peu moins ambitieux. Et ça va vous poser problème à vous, puisque vous avez eu des inondations, des feux, des sécheresses, etc. Donc, on utilise aussi le climat comme le moyen de faire contrepoids au sein de négociations parallèles, que ce soit des négociations économiques, politiques, de stratégie, etc. Voilà pour ce qui est de la gouvernance climatique et de la géopolitique autour de ce sujet du climat. On va maintenant parler de mon sujet de recherche, qui sont les enjeux de sécurité. Pourquoi le climat est devenu un enjeu de sécurité ? Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des membres des armées qui sont venus porter secours après l'ouragan Irma dans les Caraïbes il y a quelques années. Quand il y a une catastrophe naturelle très importante, certains services de l'État ne sont plus en mesure ils sont plus suffisants pour porter secours, et on fait dans ce cas appel aux armées. Ça a été le cas pour Irma. Il y a beaucoup de bâtiments militaires, donc de bateaux, d'hélicoptères, d'avions, etc., qui ont été réquisitionnés pour porter secours aux populations. C'est aussi le cas avec le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où on n'y arrive plus, on appelle le service de santé des armées qui installe des tentes sur les parkings des hôpitaux pour s'occuper des personnes qui ne peuvent pas être prises en charge par l'hôpital. Donc, pourquoi c'est important pour les armées ? Parce qu'ils commencent à se sentir concernés par ce sujet. Ils savent qu'ils sont le dernier recours. Or, jusqu'à présent, le climat ne nécessitait pas de faire appel aux armées. Maintenant, c'est de plus en plus le cas. Il y a eu Irma. Ils sont aussi intervenus au Mozambique après le cyclone Idai en 2019. Donc, ils sentent qu'on va de plus en plus faire appel à eux pour porter secours aux populations une fois une catastrophe arrivée. Et donc, comme j'explique au cours de l'observatoire que je co-dirige avec François Gémen, dont je vous parlerai peut-être un peu en fin de conférence, il y a les impacts du changement climatique. Ça, c'est la montée des niveaux des eaux, le fait qu'il y ait de la pluie plus intense, plus fréquente, etc. Il y a les conséquences sur les hommes dont je vous ai parlé en début de conférence, donc l'agriculture, les villes qui vont disparaître sous les eaux, etc. Ça, ce sont les conséquences des impacts du changement climatique. Et ensuite, il y a ce que ça implique pour les populations, donc les risques et les menaces. Les militaires adorent parler de risques et de menaces, donc il y a des risques et des menaces sur les populations à cause des changements climatiques. Parmi ces risques et ces menaces, il va y avoir des conditions de vie modifiées. Les gens vivaient de la pêche, ils vivaient de l'agriculture, ils vivaient de secteurs tertiaires et ils se déplaçaient d'un point dans une ville à un autre point en passant par des ponts, par exemple. Ça, c'est des conditions de vie. Elles vont être modifiées par le changement climatique.
soit parce que vous n'avez plus les moyens de faire vivre votre exploitation ou vos bateaux de pêche, soit parce que votre exploitation va directement être sous les eaux, ou que le pont qui mène à votre travail vous empêche d'y aller, soit parce que votre maison va être impactée directement par le changement climatique. Et en fait, le changement climatique en lui-même ne crée pas de problème de sécurité, si ce n'est des problèmes d'évacuation, etc., dont les armées sont familières, donc ce n'est pas un problème pour elles. Le problème, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs simultanément à des endroits différents, ou l'une après l'autre au même endroit, feu puis inondation ou l'inverse. Et puis surtout que ces phénomènes-là vont exacerber des tensions existantes. Alors ça nous concerne un peu moins au niveau européen, mais il y a certaines parties du monde où les populations qui sont sur place ont déjà à faire face à des ressources rares, par exemple l'eau, que l'équilibre est très faible. Les gens arrivent à vivre tous ensemble avec une source ou plusieurs sources d'eau, mais il ne faut pas grand-chose pour que ces tensions escaladent, en fait, qu'il y ait une escalade des tensions et que ça mène à des conflits. Et le changement climatique va être ce pas grand-chose. Il va venir mettre le feu aux poudres, en fait, mais il faut déjà qu'il y ait une poudrière. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Là où il n'y a pas de poudrière, il n'y aura pas de feu. Donc, quelles peuvent être ces raisons-là? Alors, la première, la plus évidente, c'est les déplacements de population. Soit parce que graduellement, il y a de plus en plus de sécheresse ou le niveau des eaux monte et on ne peut plus vivre là où on vivait avant, soit parce qu'il y a une catastrophe naturelle et d'un seul coup, on n'a plus de maison et on est obligé d'aller voir, de se réfugier chez de la famille ou de migrer, d'emporter une partie de ses affaires et de s'installer ailleurs. Ça va être la première cause de déstabilisation parce qu'en fait, nous, donc le peuple qui est touché bouge, mais il ne va pas dans un terrain où il n'y a personne. Il va dans un terrain où il y a déjà des gens qui sont déjà parfois dans une situation compliquée à cause du changement climatique. Donc, il va y avoir l'addition de ces déplacements à des situations compliquées. Il va y avoir la compétition pour les ressources parce qu'il va y avoir peut-être moins d'eau douce ou moins de blé, moins de riz, moins de maïs. Et puis, il y a de la compétition pour les ressources. Alors ça, c'est très stratégique. Ça va être en Arctique, par exemple. La glace fond, la banquise fond. On va avoir un accès plus facile aux routes maritimes de l'Arctique. On va aussi avoir un accès plus facile à ce qui est supposé être une manne pétrolière. Ça reste un débat. Et donc, par exemple, qui va y aller en premier? Quels sont les équilibres dans une zone qui, jusqu'à présent, n'intéressait pas grand monde, sauf les militaires, le pôle Nord? Donc, qui va y arriver en premier? Sous quel régime, etc. Pareil pour l'accès facilité à de nouvelles zones, par exemple. On est capable aujourd'hui, en tant que pêcheur, de faire le tour du monde, ce qui n'était pas forcément aussi facile avant. Donc, on peut aller pêcher où on veut et on peut prendre beaucoup, beaucoup de poissons. Et parfois, on prend beaucoup de poissons et on prive les populations locales de ces poissons. Donc, c'est l'accès à ces nouvelles ressources, c'est soit parce qu'il y a un progrès technologique important qui nous permet d'y arriver, soit parce que le changement climatique permet ces accès-là. Mais dans tous les cas, le fait que les espèces migrent, par exemple, va aussi être au cœur de tension. Et puis, alors ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on n'a pas vraiment de recherche encore, mais il faudrait qu'on s'y attelle. C'est, d'accord, mettons en place des politiques d'adaptation. Si, par exemple, on fait des digues ou on évacue des populations parce qu'on considère que la zone est condamnée, qu'est-ce que ça va créer comme problème sécuritaire parce qu'on a agi? Mais là, c'est se prendre la tête un petit peu trop, donc on n'y est pas encore. Mais il faudrait étudier aussi les risques de la transition énergétique, écologique, etc. pour les gens, pour les hommes et pour les populations. Alors, je vais revenir sur le premier point, puis je vais vous montrer quelques cartes sur les déplacements de population, parce qu'il y a un gros sujet, on s'inquiète beaucoup des migrations climatiques. Qu'est-ce que c'est un migrant climatique, un réfugié climatique, etc. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti lundi. Vous avez de la chance, il est tout frais, il y a des belles données dedans, qui affirme qu'il y aura plus de 200 millions de personnes qui seront des réfugiés climatiques en 2050. En fait, ça paraît énorme, mais déjà, il faut savoir qu'il y en a aujourd'hui beaucoup, déjà, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques, ce qui est quand même incertain puisqu'il n'y a pas de définition officielle de ce réfugié climatique. Donc, il y en a aujourd'hui des millions, déjà.
Et ces gens-là, comme le dit le rapport de la Banque mondiale, seront surtout des déplacés internes. C'est-à-dire que quand votre maison est détruite par un ouragan, vous n'avez plus rien. Donc vous n'allez pas entreprendre un périple jusqu'à l'autre bout de la Terre parce que tout simplement, vous n'avez plus d'argent. Donc vous allez chez votre voisin, vous allez chez votre famille dans la ville d'à côté, voir si vous avez ni voisin ni famille et qu'il n'y a plus personne. Vous allez marcher autant que vous pouvez, ou utiliser votre vélo, votre voiture, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence, mais vous n'allez pas loin. Donc la plupart de ces migrations se feront au sein d'un même pays ou au sein d'une même région. Donc là où il va y avoir beaucoup de migrations, ça va être dans les zones qu'on a déjà vues auparavant, il n'y a pas de surprise. Donc l'Asie du Sud et du Sud-Est, il va faire chaud, il va y avoir beaucoup de moussons imprévisibles, et puis en plus il y a des cyclones et ce qu'on appelle des typhons. En fait, dans cette zone, ça s'appelle des typhons. Ça va être l'Afrique, parce qu'il y a déjà des gros problèmes de gouvernance et de gestion des ressources, et que le changement climatique va s'additionner avec des pluies parfois, des sécheresses dans d'autres cas. Et puis, ce rapport de la Banque mondiale a aussi travaillé sur l'Amérique latine et puis le nord de l'Afrique, qui vont pareil être des zones assez exposées. Alors l'Amérique latine, ça vient s'ajouter à des risques qui n'ont aucun rapport avec le climat, que sont les séismes par exemple. Mais on va dire que ça fait beaucoup pour les populations locales de gérer tous ces risques. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces migrations vont avoir lieu au sein de ces espaces-là. Les gens vont principalement rester autour de ces espaces. Là où ça intéresse les militaires, pour lesquels je travaille notamment, c'est que quand les populations se déplacent, elles finissent dans souvent des camps de réfugiés. Camps au sein desquels il est très facile d'une part, il va y avoir une compétition pour les ressources parce qu'il y a beaucoup de personnes au même endroit qui s'ajoutent aux populations qui étaient déjà là. Donc ça va créer des tensions dont l'armée française se préoccupe parce que les armées françaises interviennent partout autour du monde. On est au Mali, on était en Afghanistan, etc. Donc on doit s'en soucier. Et puis parce que, en fait, quand il y a des tensions et que les gens n'ont pas grand-chose pour vivre, il est facile de les recruter pour des organisations criminelles. Et là encore, pour les armées, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, au Mozambique ou du côté Somalie, toute la côte est de l'Afrique, il y a eu beaucoup de sécheresse, il y a eu beaucoup de problèmes climatiques, etc., et des guerres, et les gens vivent dans des camps géants de réfugiés. Quand vous n'avez aucune perspective, et que quelqu'un vient vous dire « je peux te donner de l'argent », toi, tu prends un risque, mais le reste de ta famille est à l'abri. Tu auras beaucoup d'argent, on te donnera de la nourriture, etc. Et tu ne dépendras plus de l'aide alimentaire mondiale, qui est parfois difficile. Ces gens disent oui. Donc, c'est un facteur de recrutement pour la mafia, pour les réseaux criminels et pour les réseaux terroristes et les guérillas. Et ça, c'est un problème pour les militaires. Donc, il faut savoir où le changement climatique va avoir un impact, où il va y avoir des migrations, pour anticiper le fait que les organisations criminelles ou les groupes violents peuvent recruter des gens. Rassurez-vous, en Europe, ça nous concerne assez peu. Ce que ça va aussi dire pour les armées, c'est qu'il faut adapter les infrastructures critiques. Pour la marine, la hausse du niveau des mers, c'est un sujet. Toutes les bases de la marine vont devoir s'adapter au changement climatique. Il faut adapter les entraînements. Quand vous avez des soldats au Mali et qu'il fait déjà très chaud et que vous savez qu'il va faire encore plus chaud, il faut préparer les soldats à des températures que nous ne pourrions pas supporter. Il faut aussi coopérer et s'organiser de façon internationale pour porter secours aux populations. Et il faut avoir les moyens pour dépêcher des équipes en cas de problème. Si vous parlez avec certains interlocuteurs du ministère des Armées, ils vont vous dire qu'ils sont déjà au Mali, ils étaient en Afghanistan. Il y a des patrouilles permanentes de la marine partout dans le monde, sans parler des sous-marins dont on ne connaît pas les lieux d'ancrage. Et en plus, il faut sentinelles. Donc, il faut des soldats dans les villes pour éviter les attentats terroristes. Et en plus, il faut des soldats pour surveiller les feux dans le sud de la France
et pour porter secours aux populations en cas d'inondation. Ça fait beaucoup pour une ressource humaine qui est limitée, tout simplement parce qu'ils n'ont ni les moyens, ni ils ont un nombre de soldats limité. Et donc ça, on essaye de travailler avec eux pour que les missions de sécurité civile, c'est-à-dire de secours aux populations, s'organisent au sein des armées. Ce que vous voyez en haut, c'est un hélicoptère qui a été mobilisé par la sécurité civile après la tempête Alex, dont je vous ai parlé en début de conférence. Donc, il y a des hélicoptères qui ont transporté des gens qui étaient isolés sur le toit de leur maison, etc. Et c'était des hélicoptères de l'armée. Et en bas, c'est la mission Héphaïstos, l'opération Héphaïstos. C'est des militaires qui sont mobilisés chaque été pour aider les pompiers à repérer les feux dans le sud de la France et à lutter contre ces feux-là. Il faut que les armées coopèrent aussi, parce que en France, on a un certain nombre de capacités. Il y a des pays qui n'ont pas ces capacités. Et par exemple, cet été, en Turquie, on a aidé, alors c'est pas forcément des militaires, mais on a envoyé des pompiers français pour aider la Turquie à lutter contre les feux. Les armées travaillent aussi sur la baisse de leur émission de gaz à effet de serre, puisque ce sont des gros émetteurs. Hein. Les avions de l'armée brûlent beaucoup de carburant. Donc eux, ils vont essayer d'avoir des solutions pour générer de l'électricité qui sont des énergies renouvelables, de l'hydrogène, d'essayer de faire preuve d'efficacité au maximum. Là, ce que vous voyez, c'est un projet de l'armée américaine. C'est un petit véhicule. Alors, il est constitué en 2 parties. Il y a le bas, c'est une genre de plateforme avec des roues. Ça marche à l'hydrogène. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre, donc là, en l'occurrence, c'est un module pour porter secours aux populations, mais ça peut être quelque chose pour transporter des hommes, des ambulances, etc. C'est ce que vous pouvez mettre ce que vous voulez sur cette petite plateforme, et en fait, ça va jouer un grand rôle dans l'innovation technologique de la transition énergétique, parce que les armées mettent de l'argent dans le fait de construire des véhicules et des bâtiments qui sont plus écologiques, entre guillemets. Donc ça, c'est un autre sujet. Et rapidement, pour finir, mon travail. Donc, avec François Gémen, qui est le co-directeur avec moi de cet observatoire, on co-dirige l'Observatoire Défense et Climat, dont Fabrice a dit le nom à rallonge tout à l'heure, mais le petit surnom, c'est Défense et Climat, sinon c'est trop long. Et le but, c'est de faire exactement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, de comprendre les dynamiques entre le changement climatique, l'économie, les tensions religieuses, ethniques, les difficultés sociales, le territoire, la géographie, d'anticiper quels pourront être les changements dans une zone et les risques qui y sont liés, et de proposer, parce qu'on ne fait que produire de données, nous on n'est pas militaire, on est civil, et de proposer des solutions aux armées. Concrètement, en fait, on va d'une part travailler sur les évolutions climatiques des théâtres d'opération, c'est-à-dire le Mali ou d'autres, ou les opérations Barkhane, ou là où il y a des bases militaires, hein, c'est partout autour du monde. On va, et c'est exactement ce que je vous ai dit, analyser les impacts sur le spectre des missions, c'est-à-dire est-ce que vous allez devoir porter secours aux populations, est-ce que vous allez devoir vous organiser pour les entraînements, comment ça va se passer, adapter tout ça, continuer à travailler sur les contraintes. La France fait partie de l'OTAN. L'OTAN a des normes. Comment on fait pour respecter les normes et s'adapter au changement climatique, identifier les risques pesant sur la France et comprendre les corrélations entre changement climatique et conflit. Ça fait 4 ans qu'il y a cet observatoire qui a été lancé. Il a été lancé juste après la COP21. La France fait partie des pays en avance sur le sujet. Les États-Unis ont commencé à travailler sur ce sujet dès les années 90. C'était la marine américaine qui s'en est préoccupée en premier, puis toutes les armées. Et en France, c'est pareil, c'est la marine qui a commencé, puis toutes les armées. Pendant le mandat de Trump, le Pentagone a continué à travailler sur le changement climatique. Malgré le climato-scepticisme de Trump,
Ils ont juste renommé les programmes. Au lieu d'appeler climat, ils ont dit énergie ou des choses comme ça, mais de fait, les programmes étaient exactement les mêmes, ce qui prouve quand même que c'est un sujet pour de nombreuses armées. Les autres armées les plus concernées, ce sont beaucoup des armées des pays du Nord, les plus développés. Donc il va y avoir le Pays-Bas. Eux, c'est assez évident, ils sont exposés à la hausse du niveau des mers, donc les armées, comme le reste de la société, sont des acteurs très mobilisés. Il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis, le Canada et l'Australie notamment, et la Nouvelle-Zélande. Et après, il y a certains pays moins développés, mais qui font directement face aujourd'hui aux impacts des changements climatiques, comme la Jordanie, qui travaille aussi sur ce sujet. Les Russes, eux, et les Chinois doivent travailler dessus, mais on ne sait pas tout. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc à l'Observatoire, on a travaillé sur plusieurs zones dans le monde. Donc on a travaillé sur l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le Golfe de Guinée, l'Afrique de l'Est, donc Somalie, Éthiopie, Égypte, etc. L'Asie du Sud avec l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, l'Asie du Sud-Est, les petites îles du Pacifique et l'Amérique latine. Et récemment, on a beaucoup travaillé sur les alentours de la Réunion, donc Madagascar, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces zones, les impacts des changements climatiques sont pas du tout les mêmes, la géopolitique n'est pas la même, les peuples ne sont pas les mêmes, les cultures, les besoins ne sont pas les mêmes. Et si ça vous intéresse, une grosse partie de nos rapports sont publics. Il y a une toute petite partie qui est pas publique et qui est réservée que au ministère, mais tout le reste est en ligne. Et donc, vous avez des rapports sur les pays, des fiches pays, des notes de veille, des notes d'analyse. On a aussi travaillé, par exemple, avant le Covid, sur l'impact du changement climatique sur la santé. Et donc, on avait parlé, et c'est pas moi je suis fière, mais c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont des médecins, des docteurs qui ont travaillé avec nous, mais ils avaient souligné le risque de zoonose, donc de petites maladies qui passent de certaines zones de biodiversité encore protégées aux humains. Ils avaient souligné ce risque-là et le fait que les acteurs de la sécurité seront amenés à jouer un rôle pour faire face à ce type d'épidémie. Voilà, je suis désolée de vous avoir assommé avec toutes ces informations. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et merci beaucoup pour votre attention.